Salut tout le monde, bienvenue à cet autre rapport Boivin, édition du 22 mars 2018 pour la semaine comprise entre vendredi passé puis aujourd'hui le 22. Lorsqu'on s'est laissé, mon Dieu, la semaine dernière, ce qui était le plus fort, c'était l'histoire des poubelles à Gatineau. Des fois, je me dis, on va-tu avoir des sujets pour la semaine d'après? Inquiétez-vous pas pour moi, j'en ai pour plus que 30 minutes. Malheureusement, je vais être obligée de m'auto-couper. Sinon, mon réalisateur va le faire pour moi, j'en suis convaincue. N'est-ce pas, Jean-François? Alors, merci d'être là, merci d'être fidèle au poste, tout le monde. C'est toujours bien apprécié. Je reçois tellement de feedback quand je vous croise un peu partout dans la ville. Alors, merci, ça fait plaisir. Je vais commencer, tout seigneur, tout honneur, parce qu'on a beaucoup parlé des Olympiques à Pyeongchang, les athlètes canadiens, comment ils ont bien performé. Et ceux qui sont tombés un petit peu dans l'ombre de tout ça, c'est les Jeux paralympiques. Qu'est-ce qui se passe toujours après les Jeux olympiques? Il y a toujours une semaine et demie d'intervalle, les Jeux paralympiques. Et ces athlètes-là sont ont autant de raisons de recevoir notre amour, notre fierté que nos athlètes, nos Olympiens. Et ce qu'il y avait d'intéressant aux Jeux paralympiques d'hiver à Pyeongchang cette année, c'était que, bon, le Canada envoyait une délégation de 55 athlètes paralympiques. Sur les 55, on espérait, disons, on s'était fixé un objectif de 17 médailles. Faut savoir qu'au dernier jeu à Sochi, on en avait eu, je pense, quelque chose comme 16. Alors, on avait mis comme une médaille additionnelle, malgré qu'il y avait eu, je pense, à Vancouver, le record, qui était 19 médailles, si ma mémoire est bonne, en 2010. Enfin, bref, peu importe. Et nos athlètes paralympiques reviennent avec 28 médailles. Il y a eu des beaux moments. Moi, quand je vois des gens qui sont capables de skier sur une jambe ou qui sont incapables de voir, je peux vous dire, j'ai mes deux jambes, mes deux bras, puis j'ai de la misère à skier comme du monde. Et ces gens-là, des athlètes à la plus haute expression. On est fort, ça a l'air d'indiscipline nordique parce que le biathlon puis le ski de fond nous a ramené 16 des 28 médailles. Alors, je voulais quand même prendre le début de cette émission pour les saluer, leur dire comment ils sont des modèles de gens qui n'ont pas peur d'aller au bout de leurs rêves, qui auraient pu décider de s'écraser après des événements malheureux. Il y en a que c'est des anciens militaires, il y en a que c'est de naissance. Il y avait toutes sortes d'histoires. Ça vaut la peine, aller voir, aller lire les reportages sur la question, puis envoyez-leur un courriel, un tweet, un message sur Facebook. Même, il n'est jamais trop tard, même si c'est fini les Jeux olympiques et les Jeux paralympiques, on attendra un autre 4 ans pour ceux d'hiver. C'était des événements que j'oublierai pas. Alors, bravo, très fière de vous autres. Puis je pense que tout le Canada l'est. Et juste en terminant sur ce sujet-là, quand on a posé la question à l'équipe, comment ils expliquaient, on a fini deuxième derrière les Américains, là. Faut le faire. Je pense que les Américains qui ont eu 30 quelques médailles, alors on n'était quand même pas si loin. Et comment on expliquait ce bond prodigieux? Et ce qu'on disait, c'était l'esprit d'équipe qui animait tous nos athlètes paralympiques. Ils étaient vraiment là avec la fierté de porter le drapeau canadien. Et ça les encourageait mutuellement. Donc, tu sais, au lieu d'aller... C'est sûr que les performances individuelles, c'est le fun, mais en même temps, il y a quelque chose de particulièrement réjouissant de voir comment l'effet d'équipe, même quand notre équipe de curling, que j'adore, parce que les matins, quand je fais mon commentaire à la radio, je me branchais pour voir ce qui se passait, parce qu'on faisait quand même un assez bon résumé, et je suis tombée en amour avec notre équipe de curling paralympienne, en chaise roulante. Tu vois que c'est du travail d'équipe, et c'était tellement une défaite crève-cœur en demi-finale, mais l'équipe canadienne au complet leur a dit « Go, allez pour la médaille de bronze », et c'est ce qu'ils ont fait. En tout cas, il y aurait plein d'histoires comme ça à vous conter. Le drame, absolument... On dirait qu'à Gatineau, il faut toujours qu'il se passe quelque chose à chaque semaine. C'est bon pour les commentateurs comme moi, mais en même temps, des fois, trop c'est comme passé. On aimerait mieux que ce soit un peu plus tranquille puis qu'on s'occupe surtout de la gestion de la ville, de nos routes, de nos égouts, de la qualité de notre eau, etc.
Imaginez un journaliste, je sais que vous n'avez entendu parler, mais on va faire un petit peu un retour sur cette histoire incroyable. Un journaliste de Radio-Canada, Antoine Trépanier, a été arrêté par la police de Gatineau. En gros, là, il y aurait eu une plainte déposée par celle qui est présentement directrice de l'organisme communautaire à but non lucratif, Grand Frère, Grande Sœur, Yvonne Dubé, et qui aurait, elle, déposé auprès de la police de Gatineau une plainte de harcèlement criminel. Ça veut dire que tu crains pour ta vie. Contre le journaliste en question, Antoine Trépanier, qui n'est pas très âgé en passant, ça n'a rien à voir, ce n'est pas l'âge qui fait que tu harcèles ou tu harcèles pas, mais en tout cas. La police de Gatineau a contacté Antoine Trépanier pour lui dire qu'il y avait une plainte de harcèlement criminel contre lui. Il s'est présenté au poste de police avec ses boss de Radio-Canada. Il avait eu la chance de parler avec un avocat aussi. Lui dit, parce qu'en fin de semaine dernière, il y a eu une grosse conférence de presse de la police de Gatineau qui initialement refusait de parler aux médias de ce dossier-là parce que c'était entre les mains du directeur des poursuites pénales et criminelles. Mais finalement, ils ont fait une conférence de presse parce que ça commençait à barder de partout. Et quand je dis de partout, là, je ne parle pas juste de la ville de Gatineau ou de l'Outaouais dans son ensemble, je parle à l'échelle du pays. Il y a le Globe and Mail qui a écrit sur le sujet, il y a la presse plus qui en a traité en fin de semaine passée. Les spécialistes constitutionnels ont dit que c'était un geste extrêmement malheureux parce que ça remet en question toute la notion de liberté de presse. C'est certain qu'il y a beaucoup d'éléments dont on n'est pas au courant. On ne sait pas exactement ce qui est allégué dans la plainte. Selon le journaliste, on ne lui a pas demandé sa version des événements. Lui, ce qu'il allègue, c'est qu'il était à travailler à une histoire concernant la dame en question, Yvonne Dubé, il y a des années passées, quelques années, là, je ne me souviens pas de l'année en particulier, alors qu'elle était stagiaire dans un bureau d'avocat en Ontario, et qui a été devant une cour et aurait exercé la profession d'avocat sans être avocate. Il y a eu une injonction d'ordonner contre elle, semble-t-il, avec son consentement. C'est souvent ça dans les étapes préliminaires. C'est pour ça que je dis qu'il y a bien des éléments dont on n'est pas au courant. Est-ce que c'était à la demande de l'avocat pour qui elle travaillait? Je ne le sais pas. Alors, il y a beaucoup de faits. Et ce journaliste-là travaillait là-dessus parce que maintenant qu'elle est directrice auprès des grands frères, grandes sœurs, il y a tellement d'histoires qui tournent autour des grands frères, grandes sœurs, les histoires de boîtes, vous vous rappelez, où on peut déposer des choses qui ont été volées, déplacées, etc. Alors disons que les grands frères, grandes sœurs ont été beaucoup sous les feux de la rampe. Et dans ce contexte-là, le journaliste aurait envoyé 2 ou 3 courriels, aurait communiqué avec elle en personne parce qu'elle avait dit qu'elle était pour lui donner une entrevue. Finalement, elle s'est retirée de l'entrevue, elle a refusé de la faire. Et après ça, elle est allée déposer sa plainte de harcèlement. Est-ce que le harcèlement criminel, la plainte ici, fait en sorte que le journaliste a fait taire le journaliste? C'est tout ça qui est en jeu. C'est malheureux. Les grands frères, grandes sœurs ont émis un communiqué disant qu'ils l'appuyaient, leur directrice. Il y a toute la question, est-ce que ça a un impact sur son emploi? Il y a Patrick Voyer, l'expert en communication, qui a tenté d'offrir ses services bénévolement aux grands frères, grandes sœurs, leur a suggéré d'aller tout de suite devant les médias parce que, ben, des fois, dans des temps de crise, si vous vous attendez trop pour réagir, ben, ça a l'effet que les gens imaginent toujours le pire et c'est très difficile de s'en retirer de ça. En même temps que l'employeur, ben, des fois, doit poser des gestes très calme et réfléchi, donc c'est pas nécessairement qu'il faut réagir trop vite. Enfin, Richard Gravel, le nouveau, parce qu'il est très nouveau président du conseil d'administration des grands frères, grandes sœurs, a lancé un cri du cœur en disant conservez votre appui envers les grands frères, grandes sœurs, et sa grande justification, alors qu'il s'est présenté devant les médias tout seul, sans autres membres, même s'il a dit que la décision de garder Madame Dubé comme directrice était en grande partie liée au fait que depuis qu'elle est là, les grands frères, grandes sœurs ont réellement ramassé bien de l'argent. Pas sûr que c'est le meilleur argument sur la terre. En tout cas, une histoire à suivre. Le dossier de la plainte est présentement devant le directeur des poursuites pénales et criminelles parce que la police
prend la plainte, décide de l'envoyer au directeur des poursuites pénales et criminelles, a fait signer une promesse de comparaître en juin au journaliste Antoine Trépanier. Alors, on sait très bien qu'à tout le moins, si on n'a pas d'informations publiques, on en aura au mois de juin lors de la comparution de M. Trépanier, à savoir si les accusations, des vraies accusations, ont été déposées par le directeur des poursuites pénales et criminelles. Assez rapidement, du côté de la ville de Gatineau, il y a eu plusieurs dossiers. Cette semaine, on a appris que, le conseil s'est rencontré à huis clos. J'ai horreur des huis clos, vous ne pouvez pas savoir comment. Surtout quand c'est pour transiger avec l'argent des contribuables, notre argent. Il me semble qu'à part des éléments de dossier où on touche à la vie privée de quelqu'un, un employé, de la discipline en milieu de travail, il n'y a pas d'affaire à avoir des réunions à huis clos. En tout cas, ça, c'est une petite parenthèse. Mais lors d'une de ces rencontres-là, le Conseil, à l'unanimité, s'est entendu sur le programme à suivre pour les prochaines années. Alors, il y en a beaucoup qui vont être surpris parce qu'il y en a qui s'attendaient, « Hey, on a des conseillers indépendants, ça va brasser à la cage du parti politique Action Gatineau. » Moi, je les en félicite. Ça veut dire qu'ils ont réussi à établir des compromis. Ils ont réussi à mettre probablement chacun, j'en suis convaincue, du côté du parti Action Gatineau aussi, ont mis un peu d'eau dans leur vin de façon à trouver les terrains d'entente et c'est la meilleure façon de faire avancer son agenda. Ce qui a fait jaser le plus, c'est la question de la réfection du boulevard Saint-Joseph, la portion, juste pour que vous la situiez, de la rue Saint-Raymond à aller jusqu'à Taché, donc en passant devant la place Cartier, ça s'appelle peut-être plus de même, là, puis les galeries de Hall, Montclair, puis des allumetières, puis ensuite jusqu'à Taché. C'est toutes sortes de grandeurs de voix, ce qui a fait hurler certains, dont Daniel Champagne, le président du conseil, et aussi le maire, c'est que les planificateurs n'ont pas prévu de pistes cyclables. Alors qu'on s'est fait chanter dans les oreilles la semaine dernière qu'on visait un transport plus actif, plus participatif, plus de gens à bicyclette, etc. Alors, premier gros tronçon, gros dossier, on ne prévoit pas de pistes cyclables. En tout cas, ça sera à suivre. Ça a l'air que ça va brasser là-dessus. Il y a la saga Laferrière, Denise Laferrière, moi, je ne l'appelle même plus la saga de l'Aréna Gartin. J'ai assez hâte que ce dossier-là soit terminé. Elle était en cours, elle se représentait seule parce que son avocat ne la représente plus pour des raisons personnelles à l'avocat qui n'a rien à voir avec Mme Laferrière en passant et qui n'ont pas, en tout cas que je n'ai pas à travailler là-dessus, contre la Ville de Gatineau pour la décision de l'Aréna Gartin qui s'en irait dans le secteur Gatineau. Évidemment, Mme Laferrière ne l'a toujours pas digéré et je suis encore convaincue à ce jour, et ça a été entendu par la Cour, on aura une décision dans le courant de l'été, fort probablement, que si ça avait été la même décision, mais dans le secteur Hall, j'ai de gros doutes qu'on se retrouverait devant les tribunaux. Et il y aura un sommet Vivre ensemble d'ici l'été. Intéressant. On fait une pause, on revient. On courtille? Oui. La philosophie des amphithéâtres, c'est l'entraide. C'est le plus vieux qui aide le plus jeune, comme je fais avec le petit Emmanuel. J'adore courir. C'est une passion pour moi. Je vais dehors, je pars à courir. C'est rendu que je veux aller dans les hauts niveaux. C'est correct? Oui. Les amphithéâtres ont totalement changé ma vie. Ils m'ont permis de vivre ma passion. Les amphithéâtres supportent à fond le rêve des enfants. Moi, j'aime ça courir. Oui, je parle français. Un message d'impératif français. Oui à un débat respectueux. Moi, je dis non au racisme et à la francophobie. Vivre en français, un droit fondamental. Travailler en français, un droit à respecter. Moi, je dis non à la francophobie. Un message du mouvement Impératif français. Hey, j'ai oublié de vous dire que c'était la 40e de la série du rapport Boivin déjà. Ça se peut pas. En tout cas, on continue. Je parlais du sommet du Vivre ensemble. J'en ai parlé rapidement, mais j'y reviendrai dans les prochaines semaines quand on sera exactement dans le sommet.
Le dossier de l'heure, je vous dirais, pour cette semaine qui se complète le 22 mars, puis qui va continuer à faire beaucoup jaser, c'est le dossier de ce qu'on appelle communément le scandale Facebook Cambridge Analytica. Cambridge Analytica, c'est une compagnie qui est basée en Angleterre, compagnie qui aurait reçu de Facebook par le biais de ses je ne suis pas très technique, là, mais juste vous faire une idée, les informations personnelles qu'on a sur Facebook, bien, cette compagnie-là aurait eu accès à ces informations-là et ça aurait été utilisé dans le cadre de campagnes électorales, entre autres, pour différentes raisons, des raisons d'essayer de convaincre les gens, faire de la publicité et ainsi de suite. Gros scandale. Tout le monde hurle après Facebook, dit que Facebook, parce que pratiquement tout le monde est dessus. Écoutez, il y a 2 milliards d'utilisateurs sur Facebook. Vous autres qui m'écoutez, là, êtes probablement déjà sur Facebook. Si vous n'êtes pas déjà mes amis, je suis aussi sur Facebook. Je sais que moi-même, en campagne électorale, lors de la dernière campagne électorale, j'ai échangé avec de nombreuses personnes sur Facebook. J'ai adoré cet outil où je peux ouvrir des forums, partir des discussions avec des gens, mais il y a des gens qui c'est beaucoup plus sophistiqué, sont à un autre niveau, parce que là, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont accès à vos adresses courriels, à vos numéros de téléphone. Et avec ce système-là, ils ont été capables, il y en a qui disent qu'ils ont été des artisans majeurs dans la victoire de Donald Trump, entre autres, et ont permis d'aller cibler les publicités. Le grand concepteur et président de Facebook, Mark Zuckerberg, ça a pris quelques jours, puis les gens semblent lui en faire un reproche, puis finalement, il était à CNN, je pense, mardi le 21, je pense que c'est le 21 mardi, non, mardi c'était le 20, en tout cas le 20 ou le 21, il était à CNN, il s'est excusé en disant que Facebook devait faire mieux pour protéger les renseignements personnels et privés de ses utilisateurs, le ferait, va tout faire en son pouvoir pour s'assurer que des compagnies comme Cambridge Analytica ne puissent plus faire ce qu'ils ont fait. Mais le message que je veux surtout vous passer, c'est le fait de dire, il y a déjà une bonne partie de tout ça qui nous appartient. C'est à nous de protéger nos propres renseignements. Quand quelqu'un décide qu'il joue au jeu, je sais pas quoi, puis que ça demande, voulez-vous donner accès à votre liste d'amis, puis pour jouer au jeu, vous dites oui, bien, vous venez d'aider ces compagnies-là à accéder à vos informations et à celles de beaucoup de vos amis, à moins que ces gens-là aient mis des moyens de ne pas accéder, de bien fermer, de bien aller dans leurs paramètres, mettre des mesures de sécurité et ainsi de suite, changer vos mots de passe. Depuis le temps qu'on le dit, il y a beaucoup de je m'en foutisme un peu où les gens, quand je leur parle de ça, haussent un peu les épaules en disant « Ah, de toute façon, le gouvernement est au courant de tout le monde sait tout sur nous autres. » Bien, après ça, moi, le message que j'ai à donner, c'est « Bien, surprenez-vous pas quand des histoires comme ça se produisent. » Alors, cette attaque contre Facebook me fait un peu sourire parce que dans le fond, on va contre le géant en se disant, hey là, parce que beaucoup de gens jaloux de Facebook parce que c'est tellement performant. Alors, on se dit, si on peut y faire perdre un peu d'utilisateurs, ces gens-là vont se revirer de Facebook pour aller vers quelqu'un d'autre. Dites-vous que le Canada n'est pas à l'abri de ce qui s'est passé avec les élections américaines parce que il y a une journaliste, une ex-chroniqueuse du Toronto Star, Susan Delacourt, qui a écrit un livre qui s'appelle « Shopping for Votes », magasiner pour des votes. Et c'est exactement ce dont elle parlait. Puis ça, je ne parle pas de 2018, là. Elle écrivait, je pense, ce livre-là, genre 2015-2016. Elle a rencontré beaucoup d'organisateurs et déjà, on savait que du côté, par exemple, du Parti libéral du Canada, c'était une arme, dans son sens pas dramatique, là, mais c'était pour être un outil extrêmement pertinent pour la campagne électorale de 2015. Parce que quand, par exemple, il y avait Justin Trudeau, qui est très populaire, une activité, un rallye quelque part, bien, lui, ce qu'il disait à ses troupes, c'est ramasser l'information pour qu'on puisse rejoindre ces gens-là par Facebook,
par le biais de publicité pour les encourager à aller voter. Et ils sont passés maîtres dans ce genre de choses-là. Mais je pense que l'histoire qui s'est produite cette semaine, mesdames et messieurs, malgré qu'on n'a plus le droit de dire ça, non, on y reviendra, fait en sorte qu'il va falloir que toutes ces compagnies-là repensent à leur stratégie, repensent un petit peu à la question de la protection de la vie privée et des renseignements personnels des gens. Et ça me faisait un peu sourire de façon cynique quand j'ai vu, en même temps qu'on parle de Facebook, un article dans le Journal de Montréal qui nous dit que le gouvernement est même pas capable, le gouvernement fédéral, puis je suis sûre que les autres gouvernements à d'autres niveaux, c'est la même chose, de protéger nos renseignements, les renseignements personnels et privés de leurs payeurs de taxes, que ce soit des passeports perdus, parce qu'ils perdent ça en les envoyant par la poste, que ce soit parce que l'Agence de revenus du Canada, qui est une des plus grandes fautives, le nombre de fois qu'on a pu lire ou entendre dans les médias dans les dernières années, tel département, tel ministère a perdu X nombre de données concernant des utilisateurs de leurs services, que ce soit Nissan qui a eu annoncé que, bon, leur service de financement avait peut-être été, il y avait des compagnies peut-être ou des gens moins, comment je pourrais dire, pas trop clean, là, pas trop blanc, qui ont réussi à mettre la main sur des données personnelles, puis qui s'en vont, moi je me rappelle, parce que je venais d'acheter une Nissan, qui s'en vont nous dire, inquiétez-vous pas, on va vous mettre sous la protection de vos renseignements de crédit, là, on va vous donner un accès gratuit à ça. Auprès de quelle compagnie? Moi, j'ai failli tomber à terre. Auprès de la compagnie Equifax. Equifax qui, quelques mois plus tôt, avait été au centre de tout un paquet d'histoires puis de controverses, parce qu'elle aussi, des renseignements étaient disparus ou des gens avaient réussi à hacker leur système pour aller ramasser ces informations-là. Alors, c'est partout. Alors, quand on pointe du doigt un groupe en particulier comme Facebook, je ne dis pas que c'est correct ce qu'ils ont fait, mais je dis, ils me font un peu sourire parce que tous ceux qui les pointent du doigt, il y en a une méchante bonne gang qui font la même chose ou qui ont fait la même chose, ou encore, c'est nous autres qui leur donnons accès à toutes nos informations. Soyons plus prudents à ce niveau-là. Pendant ce temps-là, au Québec, ça vole pas haut. Je vous le dis tout de suite, ça sent les élections qui s'en viennent au mois d'octobre. Que ce soit le Parti libéral du Québec, que ce soit le Parti québécois. Ça a commencé avec, excusez-moi, avec le ministre des Finances, l'État, qui a taxé François Legault de faire d'être tout croche au niveau ethnique, puis de faire de la division au niveau des ethnies. Enfin bref, c'était vraiment pas édifiant. Et ceux qui n'aiment pas la politique l'aiment encore moins. Le seul problème, c'est quand on attaque, on en beurre épais. Juste aujourd'hui, en m'en venant, j'entendais un échange entre le député de la CAQ, Éric Kerr, et Pierre Moreau, ministre au niveau du gouvernement libéral du Québec, qui se lançaient des attaques absolument incroyables, et un traitait l'autre de misogyne, sexiste et raciste, l'autre traite l'autre de... En tout cas, c'est tellement dégueulasse, mais le problème, comme Lucienne Robillard m'avait déjà dit un jour, t'as beau pas aimer ça, les choses négatives, les campagnes négatives, ça marche. Ça marche pourquoi? Parce qu'on les laisse nous marcher sa tête. Ça veut dire que, parce que, on le sait, la CAQ est en avant dans les sondages, les deux autres partis, ils tapent dessus, bien, la seule façon que ça va changer quelque chose, c'est si nous changeons quelque chose. Alors, la décision finale nous appartient. Ça restera à voir. Puis, il y a eu le dépôt au niveau d'une modernisation de la loi sur les normes du travail. Comme avocate en droit du travail pendant des décennies, je peux vous dire, wow, je pense que la dernière modernisation, c'était genre 1980. Aller chercher une petite semaine additionnelle de vacances, il n'est pas trop tôt, c'est à peu près le commentaire que j'ai le goût de dire, de se mettre à jour au niveau de la conciliation travail et vie personnelle. Je sais qu'on parle beaucoup de travail et famille, mais il y en a que même ça peut être juste pour des raisons personnelles. Ça n'a pas nécessairement besoin d'être par rapport à quelque chose de famille.
Je vais vous dire, les petits ajustements qui y sont faits, ils n'étaient pas trop tôt. On a réglé la question, semble-t-il, des clauses orphelines, où on faisait une certaine forme de discrimination basée sur l'âge. On le règle pour le futur, pas pour le passé. Évidemment, les petites entreprises disent qu'on fait cette réforme-là sur le dos des petites entreprises. Eux autres vont souffrir parce que ça va se payer d'eux-mêmes. Tous ces ajouts-là, c'est pas souvent le gouvernement qui paye pour ça. C'est où le payeur de taxes, que ce soit un payeur de taxes personnel ou corporatif. Alors voilà. Alors ça, c'est une des choses. On a entendu dire, ça a commencé comme ça parce que Radio-Canada titrait, on n'avait plus le droit du côté de Service Canada d'utiliser le monsieur ou le madame. Ça, écoutez, c'était mercredi, hier. Dans le courant de la journée, ils ont réajusté, ils ont parlé au ministre en charge de Service Canada. Et il a mis quelques bémols, il a dit on ne l'interdit pas, mais on va le permettre si quelqu'un veut se faire appeler monsieur ou quelqu'un veut se faire appeler madame, allez-y. Mais à cause de ceux qui sont, par exemple, transgenres, qui sont inconfortables, qui ont peut-être une voix masculine, mais se déclarent ou se disent femmes et vice-versa, ça peut créer toutes sortes de situations inconfortables. Alors, évitez de genrer moi, je vais vous dire, des fois, là, je commence à trouver qu'on fait tellement dans le fade, l'inodore, l'incolore et tout ce que tu voudras. C'est rendu, on ne sait plus quoi dire, ni quoi faire, ni comment, ni... Vous avez le droit de m'appeler madame encore, malgré que j'aime mieux Françoise, mais enfin bref, ça, c'est un choix personnel. Rien que pour vous montrer, quand on n'a rien à faire, rien à dire, on parle de potes, puis on parle d'enlever le monsieur et le madame. D'autres qui font des choses, des fois, qui me font hérisser les cheveux sur la tête, c'est Desjardins, le mouvement Desjardins. On apprend, après avoir vu les campagnes des maires des régions, entre autres Denis Légaré, le maire Christian Pilon de Plaisance, qui demande, d'ailleurs, ces deux-là qui demandent une assemblée générale extraordinaire parce qu'on enlève les guichets dans leur village. Bien, Desjardins nous annonce qu'ils vont installer 200 bornes électriques. Comme disaient certains, puis vous voyez une caricature qui était dans le droit cette semaine, absolument géniale. Peut-être que la personne n'aurait pas besoin d'utiliser son motorisé comme ça si elle avait son guichet dans son village. Alors, des fois, là, je me demande qu'est-ce qui est plus important pour vivre le mouvement coopératif en passant. Alors ça, c'était pour Desjardins. Et en terminant, je ne peux pas passer sous silence, le meilleur camembert au monde, il est québécois, les amis, pas français, québécois. Alors, je ne dis plus rien. Ouais, c'est ça, Boivin ne dit plus rien. Bye!